L'histoire commence avec un garçon qui se dit de nouveau ici et qui ressent une certaine mélancolie en levant les yeux et en apercevant une île flottante recouverte de fumée. Il la surnomme l'île du ciel de fumée. Des bâtiments de style occidental y ont été détruits, comme si la vie n'y avait jamais existé. Il aperçoit quelque chose et, en regardant de plus près, il aperçoit une ombre humaine. Un homme, d'une voix ferme, lui dit de descendre, car il l'attendra au bord du gouffre. Alors que ses yeux se mettent à briller, le garçon ressent une sorte de sursaut et se réveille en sueur. Il halète, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a encore fait ce rêve étrange. On apprend enfin qu'il s'appelle Sora. Alors qu'on lui dit de se réveiller, il dit qu'il a l'impression de connaître cet homme de son rêve et l'abîme aussi. Tout en se brossant les dents, il essuie le miroir et est confus en voyant ses yeux se remplir de larmes. Il se demande s'il n'a pas trop étudié ces derniers temps ou quelque chose comme ça. Son père sort de la douche et le voit se préparer pour l'école. Il commence à lui ébouriffer les cheveux, lui demandant s'il a trop dormi. Il lui dit d'arrêter de le traiter comme un enfant puisqu'il a déjà 15 ans. Son père commence alors à se contracter. Sora attrape le bain de bouche et dit à son père que s'il ne vivait pas dans un si petit appartement, il n'aurait pas à le voir nu tous les jours. Son père dit que lorsqu'il sera riche, il le laissera vivre dans une maison plus grande, où lui et Riku pourront avoir chacun leur chambre. Sora dit qu'il le répète depuis 5 ans, et son père rit, expliquant que la vie est devenue bien plus facile depuis que Riku a rejoint les forces d'autodéfense, FAD. Sora explique que cela fait 3 ans que son frère a rejoint les FAD, et lui-même à l'avenir et qu'il sera alors temps pour lui de dire adieu à cette vie trépidante à son père, qui plaisante beaucoup et n'est pas fiable, et à sa mère, qui paraît stricte mais les aime tous beaucoup. Et que c'est réconfortant pour lui de les savoir ici. Alors qu'ils vont manger ensemble, l'immeuble entier se met à trembler violemment. Il se demande s'il s'agit d'un tremblement de terre. Sora dit qu'il avait toujours su que cette vie paisible prendrait fin un jour, mais il ne s'attendait pas à la façon dont elle s'est terminée. Nous voyons une ombre géante se profiler au-dessus de leur immeuble. Une tour s'est formée sous terre, perçant le ciel. Alors que la tour s'abat sur l'humanité, Sora se dit que ce n'est qu'une plaisanterie. Et il ignorait à ce moment-là à quel point l'apparition de cette tour allait changer l'histoire de l'humanité. Alors que des avions de chasse étaient déployés pour l'observer, il comprit quelque chose, cette tour était en quelque sorte liée à ses rêves. Il le sentait. On les voit ensuite au téléphone avec Iziz, son frère Riku, qui dit que tout va bien et qu'il doit simplement suivre les instructions des FDS pour pouvoir rentrer bientôt chez lui. Son frère répond qu'il le promet, mais d'une voix très faible. La famille commence à être stressée, et Sora raconte que c'est cette nuit-là qu'il a perdu contact avec son frère. Les informations annonçaient qu'il n'y aurait pas de problème tant que tout le monde resterait chez soi, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les informations cessent également d'être diffusées. Alors que les tours de contrôle se multiplient partout dans le monde, la même information est diffusée en boucle à la radio, il faut évacuer vers un abri. C'est l'ordre qui leur a été donné. Alors qu'ils commençaient à faire leur bagage, sa mère laissa un mot à leur frère pour lui indiquer leur destination. Au fil de leur périple, ils virent tant de choses. Sora dit que cela semblait indiquer quelque chose, des soldats passaient constamment dans leur véhicule, et tous affichaient une expression de désespoir. Leur véhicule était couvert d'horribles marques, et à l'intérieur flottait une odeur nauséabonde de pourriture. Son père demande « Que se passe-t-il dans le monde ?» Ils parviennent enfin à l'abri d'évacuation temporaire, un gymnase. Les abris étaient bondés de réfugiés, mais presque personne ne parlait. C'était comme si tout le monde attendait la mort. Son père lui dit de continuer. Mais même dans ce silence, certains semaient le trouble, et ils faisaient tout leur possible pour se faire remarquer. On voit un homme saisir la main d'un enfant et lui demander de lui rendre son pain. L'enfant lui répond qu'il a déjà mangé le sien, en le désignant dans sa poche. Il lui assène ensuite un coup de genou dans le ventre. Alors que les gens commencent à ignorer la situation, l'homme rit après avoir pris la nourriture de l'enfant et dit que ce n'est pas grave s'il prend le pain. L'enfant, d'une voix douloureuse, répond que oui. L'homme ajoute que tant que la situation ne sera pas réglée, son pain lui appartient, ce ne sera que pour quelques jours, et il n'est pas près de mourir. Le gamin se met à pleurer jusqu'à ce que le père de Sora pose sa main sur l'épaule du garçon et lui demande ce qu'il fait dans cette situation. Le garçon lui dit de se préoccuper de lui. Le père de Sora lui ordonne de lui rendre son pain. Le garçon lève le poing, lui ordonnant de la fermer, mais le père de Sora intervient aussitôt et lui assène un coup de pied à la tête, le faisant tomber au sol. Le père de Sora lui donne le pain, et l'enfant le remercie. L'homme commence alors à l'insulter, mais il reçoit des regards noirs.
L'homme claque la langue, réalisant qu'il ne peut rien faire, et s'éloigne en disant qu'il s'en souviendra. Sora appelle alors son père, et son père lui dit de ne pas s'inquiéter, il gardera un œil sur ce type. Sora affirme que même dans la mort, il n'oubliera pas cet homme. Tandis qu'il a l'air effrayé, on apprend qu'il s'appelle Aji Kagawa et que c'est un vrai salaud qui a pris plaisir à harceler Sora tout au long de sa scolarité. Il n'a jamais eu de répit. Un homme court alors dans l'abri en disant qu'il s'agit d'un message d'urgence, tout le monde doit sortir de l'abri par l'arrière et monter dans l'un des camions dès que possible. Les civils commencent à demander pourquoi. L'homme répond que c'est confidentiel, mais il s'excuse de ne pouvoir le dire. Ils demandent si c'est vraiment vrai, et disent que d'abord les gens n'ont pas pu quitter leur domicile pendant 2 jours d'affilée, puis qu'ils ont dû être évacués vers un endroit comme celui-ci mais ils restent muets. L'homme commence à s'agacer et se demande à quoi servent ces impôts. On entend alors d'étranges bruits de coups, et le soldat semble terrifié. Il dit qu'ils sont là et que tout le monde doit courir vite. L'homme demande ce qu'il veut dire, et Sora prend l'initiative, poussant son père et sa mère vers la sortie. Il dit qu'il a un très mauvais pressentiment quant à ce qui va se passer. Le soldat commence à mettre ses mains sur la porte pour la bloquer, disant qu'il ne peut pas les arrêter plus longtemps, ils doivent donc monter dans les véhicules immédiatement. La porte s'ouvre à coups de pied, tandis que nous voyons un groupe d'ennemis blindés faire irruption dans la pièce, massacrant instantanément le soldat, remplissant la pièce de leurs rires, assourdissant les cris des civils. Sora se demande encore ce qui se passe. On le voit à la traîne tandis que les monstres sont plus loin dans la pièce. Ses parents se retournent et l'aperçoivent juste avant de monter dans le camion. Tout le monde continue de courir à toute vitesse, s'embarquant à l'arrière des remorques. Sora dit à ses parents que le camion ne peut évidemment plus transporter de monde et qu'ils doivent monter en premier. Alors qu'il les aide à monter, son père l'attrape par le bras, ne voulant pas laisser son fils derrière. Mais les autres passagers disent que le camion est déjà plein, s'il veut juste faire le fou, il doit descendre. Sora réalise qu'ils sont sur le point de virer ses parents, il doit donc agir. Il décide alors de s'enfuir, prétextant qu'il montera dans un autre camion. Le suivant est plein, tout comme le suivant. Jusqu'à ce qu'il en trouve un tout au bout, et qu'il voit quelqu'un d'autre y monter instantanément. Il commence à grimper et peine à se relever quand quelqu'un tend la main. Sora le remercie, puis le type éclate de rire, lui demandant s'il dit vraiment ça dans cette situation. Sora a l'air effrayé, et on voit que ce n'est autre qu'Argé. Il se dit heureux d'être venu ici tout seul. Sora se demande pourquoi il a dû être lui, parmi tous les autres. Argé le jette alors du camion, lui disant qu'il devrait mourir à la place de son père, le traitant d'ordure. Alors qu'il commence à s'écrouler, il déclare que c'est fini. Les civils commencent à le piétiner, et il dit qu'il ne veut pas mourir maintenant. Il se recroqueville en position fétale, se tient la tête et supplie qu'on lui vienne en aide. Il commence à apercevoir la silhouette de quelqu'un debout devant lui et c'est l'homme de son rêve. Sora le reconnaît. Le gars, les yeux encore brillants, lui dit qu'il va l'attendre au bord de l'abîme. Sora ouvre alors les yeux sur une zone inconnue, se demandant si tout cela n'était qu'un rêve à l'instant, mais mieux encore, où il est. On voit une arme levée en l'air et s'abattre juste devant sa tête. Son regard s'emplit instantanément de terreur, tandis qu'un gobelin s'apprête à le tuer. Sora court alors, demandant où sont ses parents et pourquoi il est le seul ici. Il dit qu'il est peut-être en enfer, se demandant s'il est mort. Le gobelin lui lance sa hache et lui entaille la joue. Sora aperçoit des débris au sol, mais panique encore et se demande pourquoi le monstre ne le laisse pas tranquille. Il réalise qu'il n'a d'autre choix que de se battre. Alors que le gobelin s'approche, Sora se précipite vers les rochers. Il essaie lui aussi de rassembler ses esprits, se disant que la tour est apparue de nulle part, qu'Argé l'a jeté du camion, puis qu'il a rencontré le mystérieux vieux bonhomme et maintenant, il est là, sur le point d'être transformé en petite poubelle pour ce gobelin. Mais il ne peut pas mettre de côté ce sentiment de rage qu'il ressent et il commence à crier tout en s'accrochant au rocher, chargeant le gobelin. Nous ne le voyons pas, mais il le dit hors champ, disant qu'il a survécu. De près, il dit que cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un jeu, et il se demande ce qui va suivre. Il se demande ce qui se cache derrière ce texte noir sur sa poitrine, indiquant que cela pourrait être son rang. On voit qu'il porte le chiffre romain I. Le sol commence alors à trembler, le faisant paniquer davantage, tandis qu'un cristal noir commence à sortir de la poitrine du gobelin. Sora le regarde et se demande ce qui se passe. Ses os étant désormais violets, il commence à flotter juste devant sa poitrine. Sora commence alors à ressentir une sensation étrange, comme si la balle lui traversait le sternum.
Il se demande si c'est grave, mais un éclair jaillit de la cicatrice sur sa joue. Alors que ses blessures guérissent, il dit que ce n'est pas la seule chose, mais qu'il se sent aussi beaucoup plus fort. Il se demande s'il a gagné des niveaux comme dans un jeu. Il attrape l'arme du gobelin, disant qu'il pourrait y avoir plus de ces choses sur cette île, et qu'il serait préférable de faire des reconnaissances pour ne pas se faire agresser. Alors qu'il fait le tour de l'île, il dit qu'il a fini par faire un tour complet, mais il n'y avait aucun monstre ni chemin qu'il pouvait emprunter. Il regarde vers des ruines, affirmant que s'il veut sortir, c'est sa seule option. Alors que nous voyons des escaliers qui descendent au fond de l'île, il s'en approche et, l'air effrayé, se penche par-dessus le bord. Il dit que c'est exactement comme les îles Smoky Sky de ses rêves, et ça a l'air vraiment mauvais. Il avance lentement, étape par étape, en expliquant que dans les jeux, un terrain comme celui-ci est un territoire de prédilection pour les monstres et qu'il pourrait l'attendre près de la falaise pour le tuer. Et il réapparaîtrait si ce n'était qu'un jeu, mais il ne va pas tester sa capacité à réapparaître. Finalement, il dit qu'il a réussi, en apercevant le bout de l'escalier menant à une entrée. Il jette un coup d'œil à l'intérieur tout en progressant prudemment. Il y a une torche allumée devant lui et une sorte de texte en dessous, sur une tablette. Sora dit n'avoir jamais vu de tel caractère auparavant, et pourtant, il semble affluer dans son esprit. On peut y lire, les fragments appartiennent à leur détenteur. En les acquérant tous, on acquiert le droit de quitter l'abîme. Il dit que cela signifie qu'il doit être dans l'abîme et qu'il doit récupérer tous les fragments pour en sortir. Il sourit, ajoutant qu'au moins, il a un objectif concret maintenant. Il se sent plutôt motivé, car ce qu'il doit faire est clair. En y réfléchissant calmement, le monstre qu'il a combattu n'était même pas si fort. Alors qu'il se dirige vers la zone suivante, il dit qu'il est sûr de pouvoir affronter ce qu'il lui réserve. Alors qu'il franchit les portes, il aperçoit une lumière vive et dit que la première couche de l'abîme s'étendait sur une zone de 900 mètres. Le nombre gravé sur le corps du monstre était 1. La deuxième couche mesurait 1800 mètres et l'un des monstres avait une sculpture en forme de 2, comme on voit des loups. La troisième couche faisait 3600 mètres et des 4 monstres, qui étaient ces petits serpents, 3 étaient sur l'un d'eux. Les fragments se trouvent uniquement dans le corps des monstres portant un numéro. Ces fragments sont la clé pour accéder au niveau suivant, plus le numéro est élevé, plus le monstre devient puissant. J'aurais préféré que nous n'ayons pas cette séquence de montage, mais elle était plutôt un peu plus étoffée. Mais il dit qu'il y a quelque chose de plus inquiétant, la zone double de taille à chaque fois qu'il y monte. Tout comme le nombre de monstres. Comme nous le voyons cette fois, il a tué quelques monstres nus, mais ce n'est pas comme s'il ne suivait pas, car il devient plus fort à chaque étape qui passe. Cette fois, il frappa du poing l'arrière de la tête d'un monstre géant, le tuant. Au fur et à mesure qu'il gravissait les couches, la variété des monstres continuait d'augmenter à chaque nouvelle zone qu'il déverrouillait. Au 12e étage, il rencontra les monstres qui avaient attaqué l'abri ce jour-là, mais maintenant ils n'étaient plus à sa hauteur car il les détruisit tous sans effort. Et il y a tellement de monstres, et ses sens commencent à s'engourdir. La 13e couche compte 4000 monstres. Le 14e en compte 16 000. Le 21, c'est plus d'1 million. Et ainsi de suite. Il fait simplement du speedrun sur chaque couche. Lorsqu'il arriva au 30e étage, le nombre de monstres avait atteint 500 millions. Trouver les clés était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais grâce à un dévouement absolu et en démantelant chaque monstre, il y parvint. Certains des monstres porteurs de clés étaient protégés par des groupes de monstres, tandis que d'autres se cachaient dans de petites grottes. Mais le plus agaçant était que le temps qu'il lui fallait pour tuer chaque ennemi commençait à s'épuiser. Alors que nous le voyons sauter, combattre une unité absolue, puis un monstre géant ressemblant à un mille-pattes. Il a continué sa conquête de chaque étage, sans rien laisser derrière lui, car il devait continuer d'avancer. Alors qu'il entre dans la couche suivante, il se trouve au 42e étage, et le nombre de monstres au 42e étage était supérieur à 2000 milliards qu'il devait passer au peigne fin. Sora commence à rire comme un fou et à dire que c'est de la merde. Nous sommes maintenant à un tout autre étage, car des dragons planent au-dessus. Il se demande en quelle année on est, mais il dit plutôt que la notion de temps n'a plus d'importance pour lui. Ici, il n'y a que mort et massacre, et il est le seul qui restera. Alors qu'il marque les monstres qu'il a tués sur le mur, il entend des bruits de pas et se retourne, voyant des monstres s'approcher de lui. Il dit que le cycle est sans fin. Les monstres s'approchent de lui, tentant de le tuer, mais ils sont massacrés. Il dégage le sol, l'un après l'autre, s'enfonçant lentement mais sûrement dans l'abîme.
Alors qu'on le voit porter la tête du monstre directement de sa colonne vertébrale, il demande combien de monstres cela fait, mais décide de continuer à marquer, prétextant qu'il est temps qu'il trouve la clé. Son tout nouveau tableau noir est détruit, en voyant les débris voler partout, ce qui le surprend, alors qu'un mille-pattes géant venu de l'enfer apparaît directement sur son visage. Sora dit que c'était vraiment une entrée incroyable, et il demande si c'est peut-être la clé alors qu'il commence à l'attaquer. Il s'élance du sol, brisant le mur du son à plusieurs reprises, et dit que peu importe sa force, cela lui est égal à ce stade, alors qu'il le déchire sans effort. Il dit que même les monstres qui pensent être forts meurent en un seul coup, et il n'a même pas besoin de faire le moindre effort pour les tuer. Car c'est une autre chose qui a perdu tout sens, comme le temps. Le pouvoir ne lui appartient pas. Les monstres n'ont pas évolué aussi bien que lui. Il commence à s'énerver, demandant au diable la clé de la 42e couche, lui disant de sortir et de le combattre, car il en a assez de ça. Je me demande combien de monstres parmi les 1000 milliards qu'il a tués. Nous obtenons ensuite un autre récapitulatif de la façon dont 20 tours sont soudainement apparus à travers le monde, et avant que l'humanité ne puisse leur donner un sens, des monstres ont surgi et ont presque tout anéanti. La plupart des gens furent massacrés et ce jour fut connu comme le jour du jugement. Une poignée de ces survivants se sont réveillés pour avoir accès à un système mystérieux, qui les réveillerait et leur donnerait des statistiques de combat. Ceux qui s'éveillèrent reçurent un pouvoir écrasant. La société humaine fut reconstruite et les éveillés fondèrent des guildes de chasseurs. Après cela, nous ne voyons pas encore ce qui se passe, Sora poursuit un loup et lui dit d'attendre parce qu'il essaie de voir ce qu'il y a sur lui. Il est alors surpris de voir des chaînes s'enrouler autour du loup et il entend quelqu'un dire qu'il vient d'utiliser un parchemin de transfert avancé et qu'ils ne peuvent pas laisser passer cette invocation. Sora reconnaît le discours humain et voit le loup flotter dans le ciel vers un cercle magique. Sora se demande si c'est une sortie et y réfléchit, se disant que si c'est une sortie, c'est sa seule issue. Il s'accroupit et se précipite directement vers l'endroit où vole le loup. Cela commence à lui donner un avertissement, car l'invocation abyssale est incapable de transférer plus de 2 êtres vivants. Cela se produit encore et Sora dit qu'il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Il se verrouille, trouve le loup et se précipite directement vers lui, de retour sur Terre. Maintenant, dans un cimetière, nous voyons une fille paniquée, s'enfuir. « Pourquoi diable porte-t-elle des talons ?» dit-elle. Qu'elle doit les enlever rapidement. On nous présente Yonazaki. Son pied se coince dans une liane et elle s'effondre face contre terre en poussant un cri. Encore une fois, pourquoi diable porte-t-elle des talons? Elle dit que c'est mauvais et elle commence à transpirer nerveusement. Quelqu'un d'autre dit, quelle galère, et il lui dit de simplement lui remettre le parchemin de transfert avancé. Alors qu'elle se gare, le druide est nommé niveau 34 et le mage dit qu'un parchemin de niveau 60 n'est pas quelque chose qu'un niveau 19 comme elle peut gérer. L'épéiste Shoji, niveau 35, lui dit de le lui remettre, sinon il ne lui montrera aucune pitié. Elle lui dit de ne pas la tuer, et Sonazaki répond que le combat entre chasseurs est interdit et qu'ils enfreignent les règles. Le barbare, niveau 38, dont le nom est Shozi, lui demande ce qu'elle entend par règle, et se lèche les lèvres, disant que c'est lui qui fait les règles ici, et lui plante son épée directement devant le visage. Il lui dit de leur donner le parchemin et il pourrait la laisser garder tous ses membres. Elle dit qu'il ne devrait pas la coincer davantage et réalise qu'elle va utiliser le parchemin d'invocation pour leur dire de l'arrêter. Shozi commence à s'énerver, l'appelle une merde et balance son épée vers elle, lui disant de lui remettre le parchemin. Nous voyons son épée entrer en contact avec le sol, car elle s'est téléportée hors de celui-ci. Sonazaki dit que si elle doit mourir, elle pourrait aussi bien les entraîner avec elle, et elle commence à activer le parchemin. Ils disent que c'est une invocation de force, et je dis que personne ne peut contrôler un monstre aussi avancé. Ils sont fichus. Ils font de leur mieux pour essayer de charger pour l'arrêter, et Sonazaki dit qu'ils vont mourir avec elle. Alors que la foudre commence à se former dans le ciel, tourbillonnant vers le bas, frappant directement devant elle, commençant à ouvrir la faille pour l'invocation. Ils commencent tous à transpirer nerveusement, disant que cela ne s'annonce pas bien pour eux, alors que le faisceau devient de plus en plus brillant. Nous voyons les chaînes de l'abîme commencer à briller dans le sol, et ils disent qu'elles sont finalement apparues. Comme nous le voyons, ce n'est qu'un cerbère de niveau 3, ils commencent à rire, disant qu'ils avaient vraiment peur de ça, et ils lui jettent un os, le qualifiant de mignon. Sonazaki se demande pourquoi c'est tout ce qui est sorti de son parchemin invoqué, seulement pour qu'une main le traverse alors que Sora apparaît, déchirant le monstre en deux, l'envoyant voler. Il commence à paniquer, disant qu'il est un monstre humanoïde, et Sonazaki lève également les yeux, effrayé.
Sora dit qu'il a finalement réussi à s'en sortir. Il éclate de rire, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a réussi à s'échapper de cet endroit. Il continue de rire pendant qu'ils le regardent tous. Chozi dit que le simple fait d'entendre ce rire a figé tout son corps. Eka demande également qui diable c'est, car sa pression n'est pas une blague. Sora la remarque, puis s'approche d'elle, se déplaçant incroyablement vite au point de laisser ses images rémanentes. Il commence à sourire en la regardant, puis lui attrape les épaules et lui demande si c'est la Terre. Elle dit, bien sûr que oui. Et il dit qu'il est enfin de retour. Puis il demande s'ils sont tous des cosplayers ou quelque chose comme ça, et il, pour une raison quelconque, charge directement sur lui, lui disant de ne pas sous-estimer la guilde Tiger S-Roar, et vont l'attaquer. Les lames de Chozi et Shoji se brisent au simple contact du dos de Sora. Sora se retourne, visiblement furieux, et Chozi le traite de monstre. Sora le fixe du regard, et le mot « monstre » résonne dans sa tête. Il voit Chozi non pas comme un homme, mais comme un ORC. Attrapant Chozi par la gorge, Sora exige qu'il lui montre son numéro. Déconcerté, Chozi lui demande de quoi il parle. Sora se reprend, réalisant qu'il s'était trompé, et le laisse tomber. Chozi se met aussitôt à crier et, de peur, va jusqu'à se mouiller le pantalon. Le reste du groupe accourt et nous apprenons que Chozi est en réalité leur chef. Sora leur dit de se barrer, il y avait même un voyou supplémentaire qui, pour une raison inconnue, les laisse partir sans intervenir. Chozi marmonne la réplique typique d'un méchant de 3e ordre, je m'en souviendrai. Sonazaki dit que sa puissance est incroyable, mais que ses cicatrices sont horribles. Elle se demande qui il est, affirmant qu'il ne peut s'agir d'un monstre invoqué des abysses par son parchemin. Sora demande combien d'années se sont écoulées depuis l'apparition des tours. Paniquée, elle répond que cela fait 5 ans. Il demande si c'est vraiment la Terre, quel genre de parchemin elle a utilisé et pourquoi elle est habillée si étrangement. Elle commence à expliquer que depuis que les tours sont apparues, un système est apparu aux humains. Et maintenant, les voici. Sora demande si le monde a vraiment changé à ce point au cours des 5 années qu'il a passées dans l'abysse. Elle lui dit que S-City a été touchée par la 7e grande invasion et qu'elle s'est enfuie de là. Sora dit que c'est là qu'il est né et demande quel est l'état actuel de la ville. Elle répond qu'il a été complètement détruit. Mais des hommes forts y ont été envoyés, ils devraient donc pouvoir tuer les monstres. Sora lui demande comment il arrive là où ils sont. Elle lui indique la direction, et il s'en va aussitôt. Elle n'arrive pas à croire qu'il y va seul. Elle dit, c'est vraiment un homme mystérieux, et mentionne qu'elle doit en parler à sa sœur, probablement l'une des plus grandes maîtresses de guilde. La scène se déplace ailleurs à nouveau vers la bande de méchants de 3e ordre lorsque quelque chose atterrit juste devant eux, brisant le sol. Il lui demande qui il est, et il répond qu'ils sentent leur présence sur lui. Il leur accorde 3 secondes et les avertit de lui dire où il est. Il commence à être terrifié, mais, inexplicablement, Chozi demande, tu plaisantes. Ce frère n'a pas de cerveau. En un instant, ils sont déchirés. La scène se poursuit jusqu'au quartier général de leur guilde. Une femme affirme qu'il n'y a aucun signe de vie parmi les 4 membres du groupe, et que l'on ignore où se trouve Sonazaki et le parchemin. Un homme la traite de déchet et brise son verre de vin. Il dit qu'il n'arrive pas à croire que les hommes qu'elle lui a recommandés n'aient pas pu vaincre un invocateur de niveau 19, et que tous leurs signaux aient été émis en même temps. Il ajoute qu'il n'arrive pas à croire qu'ils aient tous été tués d'un seul coup, alors qu'il est lui-même de niveau 118. Son nom est Rick Muke. Il ordonne à quelqu'un d'autre d'aller trouver le coupable, de capturer Sonazaki et de la forcer à s'expliquer. Ils répondent « Oui, monsieur ». Muke dit qu'il tuera quiconque lèvera la main sur ces hommes. Puis, il aperçoit Sora bondir devant sa fenêtre. Il remarque que l'odeur du sang est incroyable, demande qui c'est et précise qu'il se dirige vers une zone déchue. Il affirme que cette invasion est d'une toute autre ampleur, et qu'il ne fait aucun doute que de grandes forces sont en jeu. La tour, endormie depuis 5 ans, passe enfin à l'action. Il ordonne à toutes les équipes de recherche de se replier, il s'agit d'une urgence. Sora continue sa route vers la ville jusqu'à l'atteindre. La voyant en ruine, il explique qu'au cours des 5 années où il a été coincé dans l'abîme, cet endroit s'est transformé en enfer. Mais dans l'abîme, autrefois faible et aux prises avec un gobelin, il gagna peu à peu en force à chaque étage. Ses sens engourdis, il faillit se transformer lui-même en bête, dévorant les monstres qu'il tuait. Pourtant, la pensée de sa famille le maintenait en vie. Les monstres qu'il craignait autrefois sont désormais de la menu frite. Et il espère, au moins, que sa famille est en sécurité.
Il dit que S-City bourdonnait de vie, et qu'aujourd'hui c'est un désert, tous les bâtiments sont déchiquetés comme après un violent tremblement de terre. Et pourtant, ils sont toujours debout, curieusement. Il n'y a aucune trace de monstre ayant tué qui que ce soit. Il dit que depuis que les gens ont été évacués, plus personne n'est censé vivre ici. Il attrape la poignée de la porte de sa maison, l'arrache directement des gonds et est surpris. En entrant lentement chez lui, il admet qu'il savait que l'endroit serait vide, mais il est venu quand même. Après tout, cet endroit est rempli de souvenirs heureux pour lui. Il trouve une lettre sur la table, de son père. On y lit. Tout le monde dit que Sora est mort, mais ta mère et moi refusons d'y croire. On a pris tes affaires et on les a rangées exactement comme dans ton ancienne chambre, on est sûr que tu vas revenir. On a même préparé tes vêtements préférés, du SOL, pour que tu puisses te changer à ton retour. Il y a un plan du refuge 6 dans le tiroir. Une fois que vous l'aurez lu, venez nous trouver. Nous vous attendrons toujours. Avec amour, maman et papa. Sora se met à pleurer de vraies larmes et garde précieusement leurs photos de famille. Il se demande s'il est encore fort. Il commence alors à se couper les cheveux, en disant que s'il est assez fort pour mettre fin à cet apocalypse, il pourra peut-être récupérer les jours qu'il a perdus. Comment a-t-il pu se couper l'arrière de la tête comme ça? Ce mec porte une coupe de cheveux à la Sun Jinwoo. Il dit qu'il va suivre la carte et se diriger vers le refuge 6, comme le dit la lettre. Même si la route est un véritable désastre, suivre son propre chemin sera plus rapide. Alors qu'il commence à s'élever dans les airs, un monstre volant le repère et se lance dans une attaque, mais il le déchire. Il continue de rebondir de monstre en monstre, nettoyant le ciel à mesure qu'il avance. Des personnes à proximité entendent un bruit et demandent ce que c'était. Un homme dit qu'il est simplement ivre et que son service de garde est ennuyeux. Puis ils sentent quelque chose passer à côté d'eux et demandent ce que c'était. Le mec dit qu'il ne pouvait pas le voir, et quelqu'un d'autre dit qu'il l'a filmé, et il repère une image de Sora planant dans les airs. Pendant ce temps, une femme crie, disant à personne de s'approcher, elle est seulement venue chercher de la nourriture. Alors qu'elle commence à être encerclée, un homme dit que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de femme. Un autre gars bave, disant qu'ils sont de bons gars et qu'ils prendront très bien soin d'elle. Elle dit « non », et il s'approche, écartant les jambes, lui disant de ne pas avoir peur, qu'il sera doux et que ce serait dommage de ne pas profiter d'un corps comme le sien. Sora dit « certaines choses ne changent jamais » et les qualifie de déchets. Ils demandent qui il est, disant qu'il ne s'en tirera pas facilement s'ils s'en mêlent, et disent à leurs hommes de l'attraper. Sora libère immédiatement la pression du vent. Il se précipite et gifle l'un d'eux. L'autre l'attaque avec une épée, mais Sora l'esquive d'un geste minimal, lui attrape le bras et lui assène un coup de genou en plein visage. L'agresseur demande qui il est, ajoutant qu'il fait partie de la guilde de guerre du tigre. Bien sûr qu'il l'est. Sora dit alors son nom et c'est Argé. Honnêtement, il ne l'a pas reconnu. C'est ma faute. Argé demande s'il a déjà oublié le visage du gars qui l'a tué. Sora dit, ce n'est pas possible, et le reconnaît, commence à ramper et dit, c'est impossible. Sora rit et l'attrape à la gorge en disant, c'est vrai. Tu as réussi à sortir des profondeurs de l'enfer à cause de moi, et maintenant c'est à ton tour d'y aller. Il dit qu'il va arracher à Argé toute trace de dignité qui lui reste, et c'est là son pouvoir désormais. Des voix résonnent dans sa tête, lui disant qu'ils doivent le tuer, que puisqu'il est le plus fort, il devrait tout plier à sa volonté. Sora dit que tout ce qu'Agi a fait dans le passé était de le tourmenter, tout ce qu'il ressentait était de l'humiliation et de l'impuissance. Aujourd'hui, il va tout rendre. Il se souvient du moment où il a demandé à Argé pourquoi il l'intimidait, et Argé a répondu que c'était parce que l'écraser lui faisait tellement de bien. Sora se libère de sa rage et le laisse tomber. Argé tousse et lui attrape la gorge. Sora dit qu'il ne peut pas devenir comme lui, mais s'il le laisse vivre, il sait à quel point ce serait terrible. Car Argé a failli violer cette femme, et d'autres personnes mourraient s'il le laissait en vie. Il dit qu'Argé a essayé de le tuer et a échoué, il ne le tuera donc pas. Mais il ne peut pas le laisser s'en aller. Argé demande ce qu'il compte faire. Sora dit que pendant les 2 années où Argé a fait de sa vie scolaire un enfer, il lui donnera un coup de poing pour avoir constamment terrorisé les faibles, et un autre pour avoir tenté de le tuer en le poussant du camion. Ça fera 2 coups de poing. Si Argé prend 4 coups de sa part, ils seront quittes. Argé s'excuse, disant que tout est de sa faute, et que si Sora le frappe comme il le fait maintenant, il mourra probablement du premier coup. Sora le soulève, lui dit de ne pas s'inquiéter, et lève son poing.
Il le frappe en plein visage, en disant qu'il sera indulgent avec lui. Il tente un deuxième coup de poing et nous voyons ces deux garçons debout maintenant, du sang éclaboussé sur le sol. Il le frappe à nouveau, troisième coup de poing. Puis il lui dit de se lever, c'est l'heure du dernier. Arjé le supplie de le tuer immédiatement et nous voyons que ses yeux sont complètement éclatés. Sora lui assène un coup de pied directement dans la tête, le projetant au sol. Les yeux de Bro ont explosé hors de son crâne. Sora dit « J'ai fait un peu plus que ça » et explique qu'il a amputé les 4 membres d'Arjé et l'a rendu complètement aveugle. C'est à peu près ça. Il dit aux amis d'Arjé de l'emmener à l'hôpital et qu'il ne devrait plus jamais se montrer devant lui. En sautant, il annonce que le nettoyage est terminé et qu'il est temps pour lui de se mettre en route. Il veut continuer sa route vers le refuge 6. Ailleurs, dans la zone tampon de S-City, nous voyons des gardes se préparer à surveiller le mur. Ils disent qu'ici au moins, ils n'ont pas besoin de combattre des monstres. Quelqu'un d'autre leur dit d'arrêter de se comporter comme des lâches et leur dit que si des monstres apparaissent, ils doivent rester vigilants. On ne sait jamais quand l'un d'eux pourrait apparaître. Nous rencontrons le premier lieutenant Tanji, un commandant de niveau 31. Un soldat nommé Shoki dit que c'est la zone tampon, les monstres apparaissent rarement ici. Drapeau repéré, et il est un guerrier de niveau 22. Il dit qu'ils iront bien tant qu'ils resteront vigilants, seulement pour qu'ils meurent dans le panneau suivant. Il réalise qu'un monstre est apparu, l'enfant du Kraken. C'est un monstre de type carapace de niveau 45. Il tente de tirer sur ses obus, mais les balles sont déviées. Le monstre se met en colère, il réalise que ses armes ne fonctionnent pas à cause de la différence de niveau. Tanji leur dit de se disperser, le premier gars est coupé en deux par le premier coup. Son ami voit son ami voler dans les airs et devient furieux. Tenant des explosifs, il court en disant qu'il va le faire tomber. Il lui donne un tir de couverture, faisant tourner le monstre et il se retrouve maintenant juste en dessous avec l'explosif. Il lève ses tentacules dans les airs, prêt à s'écraser, mais il s'arrête net. Il se demande ce qui se passe, le monstre commence à se couvrir l'œil et adopte une position défensive complète. Le gars ne sait pas de quoi il a peur, mais il dit que c'est sa chance de venger ses amis. Il lance l'explosif directement sur le monstre, lui crie de mourir et il explose, engloutissant le monstre dans les flammes. Il se demande s'ils l'ont tué, alors qu'il est à peine endommagé. Le monstre les fusille du regard, les flammes ont à peine duré quelques secondes et se prépare à attaquer et à tuer l'homme. Soudain, Sora atterrit, l'écrasant sous le poids de son atterrissage, sauvant ainsi le soldat. Le soldat est confus. Tanji demande si c'est la raison pour laquelle le monstre avait peur, si c'était à cause de cet homme. Il dit que Sora a tué un monstre qui a survécu à une explosion d'un seul coup, et qu'il n'y en a pas beaucoup avec ce genre de pouvoir destructeur de rang S. Mais il ne l'a jamais vu auparavant, il doit donc découvrir qui il est, quoi qu'il arrive. Il commence à utiliser sa compétence spéciale appelée Inspecter, qui lui permet de visualiser des informations détaillées sur la cible, plus il est proche du niveau, plus il peut voir. À sa grande surprise, tout ce qui est écrit est « Vous devez faire preuve de respect ». Tanji est stupéfaite et se sent soudainement étourdie, tombant. Les soldats l'attrapent, lui demandent ce qui se passe et appellent un médecin. Sora se retourne, confus, et dit qu'il y a quelque chose qu'il veut demander. Le soldat demande ce que c'est. Sora demande à quelle distance se trouve l'abri d'évacuation 6 d'ici. L'homme dit que c'est à 50 km au nord, mais il doit traverser la zone X pour y arriver. Sora demande ce qu'est la zone X. Le soldat explique que c'est là qu'ils retiennent l'assaut des monstres, les concentrant pour minimiser les dégâts des combats. De nombreux chasseurs combattent les monstres. Les soldats commencent à dire qu'il y a beaucoup de drops rares. Lorsque Sora se retourne, il se demande si vous obtenez des drops lorsque vous battez des monstres dans le monde réel, disant que c'est vraiment comme un jeu. Il leur demande à quel point ce monstre était fort à leurs yeux et ils répondent qu'un niveau 45 est un adversaire assez coriace. Ils demandent combien de monstres au-dessus du niveau 45 sont dans la ruée vers les monstres. L'homme dit qu'il n'y en a probablement pas plus de 100 et s'il y avait plein de monstres comme ça partout, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Sora dit qu'il comprend et qu'il va bientôt partir. L'homme se fige et l'appelle, lui disant que cela pourrait être une demande déraisonnable, mais il veut désespérément qu'il se dirige vers la zone X. Parce que s'il y a un chasseur fort comme lui, beaucoup de gens peuvent être sauvés. Sora demande si le chemin le plus court vers l'abri s'y passe par la zone X. L'homme dit oui. Sora dit que dans ce cas, il le fera, pendant qu'il traverse la zone X, il vaincra tous les monstres qui auront le malheur de croiser son chemin.
La scène se déroule un peu plus tard, à l'intérieur d'une tente. Tanguy est allongé, commençant à se réveiller. Les soldats sont heureux qu'il soit réactif. Un homme dit qu'il a été inconscient pendant environ 10 minutes et que les objets de récupération lâchés par les monstres ont fonctionné immédiatement. Tanguy demande combien de temps il a été absent, l'homme répète que c'était environ 10 minutes. Tanguy, encore en train de se réveiller, commence à avoir mal à la tête puis réalise ce qu'il vient de dire. Le soldat lui dit que Sora est parti vers le nord et est retourné à l'abri d'évacuation 6. Tanguy demande si cela signifie qu'il traverse la zone X. Le soldat dit qu'il semblait s'en moquer complètement et qu'il est passé sans hésiter. Tanguy dit qu'ils doivent contacter immédiatement le centre de commandement central. Le soldat demande s'il est sûr. Tanguy regarde sa montre et dit qu'il reste environ 10 minutes avant l'heure prévue et qu'il devrait pouvoir y arriver. Un homme entre, disant qu'il a envoyé un message avec la radio d'urgence. L'homme revient ensuite disant qu'il a envoyé le message avec la radio d'urgence mais se demande pourquoi le centre de commandement central n'a pas encore répondu. Tanguy dit que cette opération est différente des autres, cette information est hautement classifiée, c'est pourquoi ils n'ont pas été informés. La zone X sert de base à cette opération, elle ne fait pas partie de la région où sont retranchés les monstres, mais plutôt d'une zone de bombardement. Au centre de commandement, un homme dit « Mec, ce type a du cran ». Une femme dit qu'un appel d'urgence est arrivé de la zone B22. Le commandant central lui dit de les faire passer, et nous sommes présentés à Rangi Kumagaya, un mage de flamme de niveau 58. La femme répond « Oui, monsieur », et commence à taper sur son clavier. Tanguy fait son rapport, disant qu'il doit les alerter de ceci, un mystérieux chasseur est parti pour la zone de bombardement, et il n'est pas au courant de l'opération. Rangi demande pourquoi c'est important, est-il ici pour signaler son erreur? Tanguy dit que ce n'est pas le cas, il pense qu'une émission d'urgence pour l'informer du bombardement est nécessaire. Rangi va le gronder, mais Tanguy décide d'en finir. Il dit que le chasseur est très fort et qu'ils ne peuvent pas le laisser mourir comme ça. Rangi demande s'il est un chasseur fort, se demandant quel est son niveau. Tanguy, paniqué, dit qu'il ne sait pas. Rangi soupire, disant qu'un chasseur dont le niveau est inconnu n'a pas suivi les règles et est entré dans une zone de bombardement, et il veut qu'il fasse une diffusion d'urgence pour lui. La femme dit qu'il sera probablement mort avant même que le message ne soit envoyé. Rangi commence à rire, disant qu'elle n'a peut-être pas de cerveau, mais qu'elle a certainement un talent pour la comédie. Il se penche vers une femme blonde, disant que ce n'est pas vraiment son rôle d'interférer avec ses subordonnés, mais s'il rapporte à ses supérieurs qu'elle a entravé le déroulement de l'opération, elle en sera tenue responsable. Elle lui demande s'il va vraiment entraîner son propre peuple vers le bas alors qu'il est confronté à un ennemi aussi puissant. Nous sommes présentés à une femme, le commandant occidental, Mia Tanazaki, une dompteuse de golem de niveau 73. Elle traite Rangi d'idiot, disant que Tanguy, qui est entraîné avec soin, essaie de sauver un parfait inconnu, et cela doit être assez important. Elle se demande à quel point ce type est puissant. Tanguy a l'air anxieux tandis que Mia commence à réfléchir. Elle appelle Tanguy, disant qu'elle est convaincue qu'il n'a aucune intention d'interférer avec ses plans, mais s'il ne peut pas lui donner une raison convaincante, elle le mettra personnellement devant un tribunal militaire. Tanguy panique et elle continue en disant que cela serait sûrement satisfaisant pour Rangi aussi. Rangi claque sa langue et dit à Tanguy de leur donner une raison qu'ils peuvent accepter. Tanguy dit que la personne a tué un bébé kraken de niveau 45 en un seul coup. Mia est surprise, disant qu'il est encore plus puissant qu'un chasseur de rang A et demande s'il pourrait être un chasseur de rang S de l'armée. Rangi dit que c'est impossible, tout le personnel de rang S est en mission, et il n'y a aucun signal confirmé du B22. Elle lui demande pourquoi il ne connaît pas son niveau, disant qu'il devrait pouvoir le voir avec sa compétence d'inspection. Il dit avec embarras qu'après avoir utilisé sa compétence sur lui, il a perdu connaissance à cause d'une surcharge d'informations, ce qui signifie qu'il est au moins au-dessus du niveau 100. Cela la frappe durement. Rangi commence à paraître un peu plus sérieux et réfléchit à la situation. Il tape anxieusement du doigt, disant que ce genre de force est rare, mais ce n'est pas une raison pour arrêter l'opération. Le commandant de l'Est, Nuo Yuasa, un mage de roche de niveau 44, dit qu'ils ne peuvent pas abandonner leurs responsabilités militaires pour des raisons aussi incertaines. Il poursuit, des milliers de soldats de 4 corps différents sont impliqués dans cette opération, et il y a suffisamment de troupes pour encercler complètement les zones de bombardement et les zones tampons. Le plan initial prévoyait, après le bombardement, que les monstres dispersés soient éliminés par les soldats stationnés dans la zone de garnison.
Mais si une émission d'urgence est émise, les monstres réagiront à ce son et se précipiteront tous au même endroit, et si cela se produit, la zone tombera instantanément, des dizaines de milliers de soldats perdront la vie. Sauver un homme, même s'il s'agissait d'un chasseur de rang S, ne vaut pas ce risque. Et il est désolé. Kang-ji a l'air mortifié, car techniquement, tout est de sa faute, tandis que Mia est assise là, plongée dans ses pensées. Elle dit que si c'est le cas, elle doit rejeter sa demande, ils ne peuvent pas gâcher les efforts de tant de personnes pour un seul homme. La décision est définitive. Alors qu'il raccroche, Kang-ji baisse les yeux vers son téléphone, le vérifie à 2 reprises et est complètement sous le choc. Il resserre son étreinte, frustré. Ses hommes lui disent qu'il a fait ce qu'il pouvait, et il pousse un grand soupir, affirmant que ce qui compte, c'est la situation dans son ensemble. Le soldat baisse les yeux, aperçoit ses clés et les retire de sa ceinture. Tanji lui demande ce qu'il fait tandis que l'homme court vers la voiture. Tanji lui dit de revenir avant que la bombe n'explose. L'homme dit qu'il reste encore 6 minutes, qu'il a le temps. Il s'avère que ce type est Shoki. Honnêtement, je pensais que c'était lui qui était mort plus tôt, mais en fait, c'est Chad. Il s'élance avec la voiture, fonçant à toute vitesse droit sur Sora. Les autres hommes de Kang-ji demandent s'ils doivent le ramener, et il dit que c'est d'accord, il a pris sa décision, et il est sûr de savoir dans quoi il s'engage. Shoki dit qu'il doit le faire à temps. Ce qu'il ignore encore, c'est que l'homme qu'il tente de sauver deviendra l'espoir de l'humanité. Mais nous le savions déjà après tout, c'est notre personnage principal. Shoki dit qu'il a perdu sa trace et se demande où il est allé. Il prend le chemin le plus rapide pour y arriver, s'il ne le retrouve toujours pas, c'est qu'il va plus vite que son véhicule. Il est presque dans la zone X. S'il fait exploser le haut-parleur, il devrait pouvoir l'atteindre, mais cela avertira également les monstres. Il lui reste désormais à peine plus de 2 minutes. Il décide d'avancer. Alors qu'il tend la main vers l'orateur, il prend une grande inspiration et hésite. Puis, se résolvant, il s'exécute enfin. Il hurle, disant à Sora qu'il est le soldat qui l'a aidé plus tôt et que cette zone est sur le point d'être bombardée, il doit donc évacuer immédiatement. Il se met à répéter cela encore et encore. Sora entend cela. On le voit, il vient de terminer un combat. Il dit que ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de chasseurs par ici. Il baisse les yeux vers ses mains, affirmant que les monstres eux-mêmes ne représentent pas une grande menace. Mais il ne sait pas s'il survivra à la chaleur fulgurante. Il devrait éviter les risques inutiles et ce soldat a risqué sa vie pour venir jusqu'ici juste pour le prévenir des bombardements. Il ne peut pas le laisser mourir ici. Shoki se demande s'il l'a atteint ou non. À 30 secondes de la bombe, on voit des dragons voler au-dessus de nos têtes. Ils atterrissent juste devant Shoki. Il dit qu'il les a vraiment attirés vers lui et qu'il doit s'enfuir immédiatement. Il accélère à fond, mais réalise que Sora est toujours là. Le cadavre d'un monstre atterrit alors juste devant sa voiture, l'empêchant de partir. Soudain, Sora tape à la vitre. Shoki la baisse, heureux d'être en vie. Sora lui demande ce qu'il voulait dire par « la zone bombardée ». Shoki regarde son chronomètre, l'opération peut commencer. Il crie « Nous n'avons plus de temps ». Des avions à réaction passent, larguant des missiles. Toute la zone est bombardée. On aperçoit un monstre avec une sorte de bouclier qui bloque les bombes. Shoki hurle tandis que des débris volent droit sur eux. Sora piétine le sol, le projetant vers lui, et il les dévie avec un mur de terre créé par la force pure. De retour au centre de commandement, la femme de tout à l'heure interpelle Ranji, le bombardement est maintenant terminé. Ranji dit qu'ils doivent utiliser les drones pour évaluer combien de monstres ont été abattus et où se dirigent les survivants. Elle répond que les drones ne détectent aucun signe de vie. Il est surpris, où sont passés les monstres échappés? Elle dit que les monstres sont toujours tous à l'intérieur de la zone de bombardement et que ceux qui se trouvent au centre sont complètement indemnes. Ranji est stupéfait. Même Mia est surprise. Elle pose des questions sur la vidéo du drone. La fille commence à la consulter et, lorsqu'elle apparaît sur leur écran, elle voit une vidéo du monstre vu plus tôt avec un bouclier. On dit que c'est ainsi que les monstres ont survécu. Ce qu'ils aperçoivent près d'eux est en réalité une personne, qui semble aussi venir des abysses. L'homme se dirige alors droit vers le drone et le détruit. Il n'est pas le seul, d'autres monstres commencent également à détruire les drones, les uns après les autres. On le presse pour l'extraire de l'air. La femme dit qu'ils ont perdu toute communication avec eux. Mia dit qu'ils avaient dit que cette vague d'attaque serait différente, mais elle se demande ce qui vient de se passer,
car il savait pertinemment qu'il surveillait la zone avec des drones. Nuo est également paniqué et affirme qu'il faut évacuer tous les soldats de la garnison. Mia acquiesce, affirmant qu'il faut battre en retraite et tenir les remparts. Mais la femme l'interrompt, il ne se dirige pas du tout vers les murs. Tout le monde est confus et se demande où ils vont. Puis elle dit, ils se dirigent vers la zone B22. Mia dit que c'est là que le mystérieux chasseur est allé, ils doivent donc envoyer tous les drones restants à B22 maintenant et découvrir ce qui a arrêté l'avancée du monstre. On voit Shoki sortir de la voiture en disant que le bombardement est terminé et il n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie. Il se met à rire d'avoir survécu. Sora dit qu'il est trop tôt pour qu'il fasse la fête, s'il est vivant, cela signifie que les monstres le sont aussi, et ils vont se diriger vers ici. Il jette un coup d'œil, descend. Il l'aide à esquiver quelque chose qui vole au-dessus de sa tête. En fait, c'est le drone. Shoki se demande si les monstres l'ont attaqué, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Sora lui dit de garder son étonnement pour plus tard, car ils sont maintenant complètement envahis par les monstres. Il dit qu'ils vont s'enfuir. Il pourrait sûrement tous les tuer, mais je me demande ce qu'ils préparent. Shoki a l'air absolument terrifié. Ce monstre géant avec l'homme sur son épaule est de niveau 90, et il y a plein de monstres de haut niveau tout autour. Il dit qu'il s'agit du groupe le plus puissant de cette ruée et que leur chef est lui aussi un monstre de haut niveau. Pourtant, il n'y a pas une seule égratignure de la bombe, alors c'est fini pour eux. Ils vont tous mourir ici. Sora dit qu'ils ont tous deux survécu à la bombe indemne, mais cela ne l'empêchera pas de les battre tous à mort. Il bondit en avant lui disant de se cacher dans la Jeep et commence à tuer les monstres rapidement, l'un après l'autre, se dirigeant droit vers le boss. Le boss brandit son arme, une masse géante que Sora attrape d'une main. Il ne semble pas impressionné, mais le boss est surpris de voir son arme lui échapper. Sora le jette au sol, puis bondit dans les airs, fonçant droit sur le boss. Il redresse son poing et assène un puissant coup de poing, pulvérisant la tête du boss. Debout maintenant sur l'épaule opposée à celle de l'homme en robe, il regarde, et les deux se regardent. Sora dit qu'il ne pouvait pas du tout sentir sa présence. L'homme dit, « Je t'ai enfin trouvé. » Nous voyons d'étranges tentacules sortir de son corps, guérissant le monstre. Il appelle Sora la « graine de l'abîme ». Alors que la tête du monstre se régénère, l'homme sourit et lui dit qu'il est un voleur et qu'il devrait lui rendre ce qui lui revient de droit. Sora demande de quoi il parle. L'homme dit, « Pour le crime d'avoir pris le pouvoir d'autrui, il n'y a qu'une seule façon pour vous de le rembourser, avec votre vie. » Il commence à invoquer un groupe de dagues depuis l'ombre, elles volent vers Sora, mais elles ne peuvent même pas le percer. Il en saisit un pour l'inspecter et demande, « C'est vraiment tout ce que tu as? Si c'est le cas, tu ne pourras pas me tuer. » Le patron le frappe et un drone surveille tout. L'homme en robe le sent, lève les yeux, « Est-ce que le corbeau d'Odin me regarde ?» Mais il dit, « Non, c'est une imitation faite par des humains. Je soupçonnais que le vieil homme était Odin. Ça doit être vrai. » Sora dit à l'homme, « Si tu veux vraiment me tuer, tu dois m'attaquer plus sérieusement. » Il poignarde en avant, visant directement l'endroit où se tenait l'homme, mais ne touche rien d'autre que le boss. L'homme disparaît complètement. Sora est surpris, il a disparu? L'homme dit, « C'est vraiment dégoûtant d'être observé par des humains vils. Ces créatures de bas étage devraient savoir où elles sont, elles me rendent malade. » Il tend la main et certains monstres commencent immédiatement à déchirer les drones. Il ordonne ensuite aux autres, « Éliminez tous les observateurs que vous pouvez. » Dans un complexe d'appartements voisins, un homme dit que son drone a été détruit, mais il a réussi à terminer sa mission. Si les monstres ont changé de trajectoire, c'est à cause de ce type et c'est le chasseur qui a affronté la ruée seul. Je dois informer le commandant de son arrivée. Soudain, il entend des bruits très forts provenant du couloir, un monstre traverse le mur, étendant ses tentacules vers lui. Nous entendons l'homme crier au loin et l'homme en robe rit, « Mes serviteurs devraient tous les tuer. » Sora regarde l'homme, se rappelant les mots de Shoki, « S'il y avait un chasseur aussi fort que lui, beaucoup de gens pourraient être sauvés. » Et comment il a fait tout ce chemin pour le sauver, alors qu'il n'avait aucune raison de le faire? Quelque chose dans la voiture a calé, il n'arrive pas à faire tourner le moteur. Sora serre les dents, pour chasser un ennemi, je dois commencer par son chef. Il saute directement vers l'homme en robe, « Si je veux sauver autant de personnes que possible, je dois éliminer mes ennemis aussi vite que possible. » Le boss réalise que c'est une chance d'attaquer, lève le bras et frappe vers le bas. Sora esquive, affirmant qu'en fusionnant avec l'homme, la puissance d'attaque du grand monstre a considérablement augmenté.
Il remarque alors l'homme qui sort de l'ombre et dit « Vous êtes vraiment persévérant ». Sora observe le gars de plus près et est choqué, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Comme s'il s'agissait de Sora lui-même. L'homme en robe forme une épée sombre et Sora dit « Cette épée est une mauvaise nouvelle, je peux le dire en fonction de l'énergie. » Une fois de plus, l'homme en robe l'appelle la graine de l'abîme, je vais te tuer. Il lève son épée en avant, c'est ton destin. Sora lève son poing, frappe en avant, frappe le bras de l'homme, le faisant lâcher l'épée. Sora le ramasse, le soulève au-dessus de sa tête et le balance vers l'avant, mais l'attaque est bloquée. Il dit « Je n'arrive pas à croire que ça aussi ait été annulé. Est-ce que je l'ai imaginé ?» Il dit que cette poussée d'énergie est presque exactement comme la puissance qu'il a ressentie dans l'abîme. L'homme demande « Est-ce que c'est les larmes de quelqu'un d'autre et tout ce dont vous êtes capable ?» En serrant les dents de frustration. Il balance sa main et l'arme disparaît des mains de Sora. C'est le pouvoir de l'abysse et il semble qu'il y ait encore de nombreuses utilisations que je n'ai pas encore découvertes. Ce combat va durer longtemps. Tout d'abord, je dois emmener ce soldat dans un endroit sûr. Il demande à Shoki, est-ce que tu supportes les hauteurs? Oui. Et puis la voiture commence à s'élever dans les airs, comme le lui dit Sora, nous sommes sur le point de voler. L'homme en robe le traite d'idiot, tu ne devrais pas prendre le pouvoir de l'abysse à la légère. Les forts n'existent pas pour protéger les faibles, ils existent seulement pour devenir les plus forts. Il commence à former une chose sphérique géante dans le ciel au-dessus, en criant « Meurs aux côtés de cet humain faible ». Sora dit que l'attaque est rapide et que même s'il court, elle le rattrapera. Il va donc la combattre de front. Il saute du sol vers lui, balance son poing vers l'avant et le frappe à travers. Il se demande si cela a fonctionné, il n'y a eu aucun impact réel. Il aperçoit un orbe plus petit et plus pur, cela doit être le vrai corps. Il entend alors Shoki crier réalisant ce qui s'est passé alors que la voiture est malmenée par la puissance. Sora lui dit de sortir, mais Shoki crie, le pouvoir ne se rapproche pas. L'homme en robe lui dit, n'aie pas peur, tu n'es qu'un pitoyable agneau. Sora regarde la voiture se faire entièrement transpercer par la puissance. Il va voir s'il va bien et l'homme en robe lui demande, tu es en colère? Ne t'énerve pas. Sora commence à casser les pointes des pics et l'homme en robe lui dit, regarde, il n'est pas encore mort. Il lui dit de voir comment il sourit, car il utilise la nécromancie. Le cadavre de Shoki commence à rire et l'homme en robe dit, regardez tous ceux qui vous sont chers mourir sous vos yeux, tel est le destin de la graine de l'abysse. Sora a juste l'air énervé, est-ce que tu prends plaisir à piétiner la dignité des autres aussi? L'homme en robe continue de rire, commence à former quelque chose dans ses mains et le lance, inutile de répéter l'évidence. Ça s'appelle tempête d'obsidienne. Alors qu'il vole devant Sora, il n'esquive même pas, le laissant le couper en morceaux. Il demande, est-ce vraiment le cas? Il se précipite du piquet sur lequel il se tenait, le brisant, et dit, les ordures comme toi me rendent malade. Il lève son poing, frappe d'un coup de poing d'enfer, brise les pointes et brise toutes les pointes sur son passage. Il serre les dents en volant, attrape le corps de Shoki et Shoki commence à lui sourire avec des yeux rouges, des gémissements sur son visage. Sora baisse les yeux et s'excuse, je suis désolé que tu aies été entraîné dans ça. Il enferme le corps de Shoki dans la voiture, puis se retourne vers l'homme en robe, se lançant instantanément dans l'attaque. L'homme en robe lui dit, c'est inutile, ton attaque est simplement annulée. Tu n'es qu'un débutant qui ne peut même pas gérer la puissance de l'abysse, tu ne peux pas espérer me vaincre. Il dit cela alors qu'il est frappé en plein visage, du sang jaillit de sa bouche, et il est envoyé voler sur le côté. Sora dit, c'est toi qui ne seras pas de taille. Je pense qu'il se lave le poing, je n'en suis pas sûr. Le boss géant semble protéger l'homme, qui dit toujours, c'est impossible, comment m'a-t-il vraiment fait du mal? Sora lui dit, les gens grandissent, le traitant d'idiot. L'homme en robe se rend compte que c'est mal et remonte sur son garde du corps. Alors que Sora vole, l'homme en robe dit, rien qu'en voyant mon mouvement, il a appris à contrôler le pouvoir de l'abysse. Est-ce que cela a du sens? Mais il ne voit Sora nulle part, où est-il? Bien sûr, Sora arrive maintenant par derrière. L'homme se retourne, le repère, saute de l'épaule du patron, crée une certaine distance entre eux et dit, il est plus dur que je ne le pensais. Sora dit, tu pourrais m'échapper, mais je veux voir le boss s'échapper de ça. Il balance son bras vers le bas, le coupant en deux, et l'attaque brise même le bâtiment derrière lui. Le boss commence à se soigner en utilisant les pouvoirs de l'abysse. Sora dit, je reconnais cette technique maintenant et je vais viser le cœur du vrai corps.
Il s'accroche à Laura de l'abîme à main nue, commence à la déchirer, soit écrasée. Le patron dit, c'est impossible. Alors que son noyau commence à être endommagé. Sora descend des airs, le soleil brille de mille feux, et nous voyons le boss se désintégrer lentement dans les airs. Le boss étant désormais vaincu, Sora lance un regard noir à l'homme en robe, tu es le prochain. L'homme en robe dit, je m'en souviendrai, et commence à préparer une attaque, l'appelant Unité de l'ombre. Tous les monstres à proximité commencent à être contrôlés, ils se tournent directement vers Sora, poussent des cris, et commencent à l'entourer. Sora cherche toujours une opportunité d'attaquer, mais la pression pure et simple exercée par l'homme en robe le maintient à distance. Mais alors, il est surpris, la pression disparaît soudainement, et l'homme a disparu. Il demande, a-t-il vraiment utilisé une technique comme celle-là juste pour s'échapper? Puis il s'en rend compte, il a ruiné ses vêtements, ce qui l'énerve un peu, mais il est content que la photo de ses parents soit toujours intacte. Il s'approche du cadavre de Shoki, ce type a probablement aussi une famille qui l'attend. Il arrache la plaque d'identité de son cou et commence à l'enterrer à la main, je reprendrai au moins ça avec moi. Il n'y a aucune chance que ce soit la fin de ses rencontres avec l'autre homme de l'abysse. Il a absorbé un grand nombre de ses attaques, mais l'idée qu'ils disent que tous ses proches vont mourir l'énerve vraiment. Il ne peut pas se rendre d'abord au refuge d'évacuation, car il refuse de laisser sa famille se faire assassiner. Il commence à courir, disant qu'il doit arriver le plus vite possible, et il est si rapide que le mur du son tombe. Mais l'un des drones est toujours intact, allongé sur le sol, et commence à planer dans les airs. Mia dit à tout le monde, nous devons examiner la zone attentivement, nous assurer de ne rien manquer. Alors qu'ils explorent les ruines, l'un de ces hommes dit, les monstres. Mais elle l'interrompt, je le sais déjà, je le vois. Tous les monstres ont été vaincus. Elle leur dit, vérifiez les données du drone, signalez toute information. Elle dit, il y a des signes évidents d'une bataille et le puissant chasseur dont Tanji a parlé a non seulement survécu au bombardement mais a également anéanti toute la ruée des monstres. L'un de ces hommes crie, commandant, regardez ça. La carte SD du drone est toujours en bon état, nous pouvons visualiser les données. Elle s'approche et regarde la tablette, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dessus. Elle voit Shoki et Sora, ce doit être le chasseur dont on a parlé avant. Les soldats continuent d'explorer la zone, jusqu'à ce que l'un d'eux entre là où le patron est mort, nous voyons le bâtiment divisé en deux, et ils voient les gouttes. L'une est une potion énergétique spéciale qui augmente de manière permanente la puissance magique de l'utilisateur. Il y a aussi une arme de rang A et un cube qui ne peut pas être identifié. L'un des autres soldats demande, qu'avez-vous trouvé? Il le dissimule immédiatement, rien. Ils lui disent de ne pas mentir, vous savez sûrement ce que vous avez à faire, prendre pour vous-même ce qui a été obtenu par l'unité est un crime. Le gars regarde les objets, comment sommes-nous censés les diviser? L'autre gars dit, la seule chose que je veux, c'est le cube. C'est impossible, une boîte comme celle-ci contient forcément un objet légendaire. Le gars attrape ses épaules, ne vous méprenez pas, je n'ai pas le choix, je prends la boîte. L'homme s'éloigne en riant, j'ai enfin obtenu une relique de golem. Il saute vers l'abri d'évacuation tandis que Sora atterrit sur un toit voisin, je suis enfin là. Il voit des gardes toujours en service, on dirait qu'ils n'ont pas encore été attaqués, il y a du monde tout autour. Alors que Sora marche, certains d'entre eux semblent confus, tandis que nous voyons Sora marcher, attirant l'attention de tout le monde, car ils ne peuvent s'empêcher de regarder. Sora dit, je ne sens pas la présence de l'homme en robe à proximité, ou plutôt, je ne sens pas du tout la présence de quelqu'un de fort. Mais si aucune personne forte n'est ici, elle sera détruite tôt ou tard. Sora se tient devant un homme aux yeux bandés et se demande s'il est vraiment aveugle. L'homme lui répond que son sang doit être très dense et qu'il doit venir de l'extérieur. Sora le confirme, et l'homme rit, soulagé. Il ne lui veut aucun mal, il souhaite seulement acquérir des informations sur le monde extérieur. Si Sora obtient ce qu'il désire, cela représentera beaucoup. Sora se demande si c'est comme ça que les gens commercent ici. S'il le sait, il le lui dira. L'homme dit qu'il est heureux d'entendre cela. Avant cela, Sora a sa propre question. Il demande pourquoi un moine l'appelle « Excellence ». Cela doit signifier qu'il est un imposteur. L'homme rit doucement, disant que Sora l'a vu clair. Cette tenue n'est qu'un passe-temps. Sora demande alors si cela signifie qu'il n'est pas réellement aveugle. L'homme rit à nouveau. Sora se dit, ce type est embêtant. Il dit que même les yeux bandés, il sent une lumière terrifiante venir de derrière. Il a clairement une raison de cacher son pouvoir.
On dirait qu'un loup déguisé en mouton se cache dans l'abri. Il demande à l'homme ce qu'il veut savoir. Le moine répond que c'est enfin son tour de demander. Il veut savoir ce qui se passe dehors. Sora dit qu'ils ont rassemblé des soldats armés près des remparts, ils doivent se préparer au combat. La plupart des gens ne l'ont probablement pas remarqué, mais il a entendu des explosions. Il demande à l'homme s'il sait ce qui s'est passé. Sora réfléchit un instant. Il dit qu'il n'en est pas tout à fait sûr. Il faisait une course dehors lorsqu'il entendit une explosion venant du sud-ouest. Il fut tellement paniqué qu'il laissa tomber sa lettre et dut utiliser sa chemise comme carte de fortune. L'homme joue le jeu et demande si c'est vraiment le cas. Puis il remercie Sora, affirmant qu'il lui a été d'une grande aide. Sora lui dit de ne pas en parler. Il ajoute qu'il n'arrive pas à croire que l'homme s'enfuit tout seul dans une direction aussi vague. Il se demande combien de combattants de ce calibre se trouvent dans l'abri. De plus, il laisse quelqu'un d'aussi suspect que lui errer librement. Peut-être que l'humanité est sur ses gardes, car ils affrontent tous le même ennemi. Sora se rend dans un grand magasin, mais on lui dit de revenir plus tard. Il dit qu'il a acheté de nouveaux vêtements avec l'argent que le moine lui a donné, et qu'il est temps de retrouver ses parents. Il décide de faire à l'ancienne. Il tapote l'épaule d'une fille et lui demande si elle reconnaît le couple sur la photo. Elle paraît surprise et s'éloigne aussitôt, paniquée. Elle dit ne pas les connaître. Sora la regarde partir, pensant que sa réaction était celle d'un fantôme. Il se demande si tout le monde ici est sur les nerfs. Il voit un homme aboyer des ordres aux passants dans la rue et décide de lui poser la question. Mais l'homme interpelle d'abord Sora. Sora lui demande s'il a un problème et le fusille du regard. L'homme dit qu'il n'arrive pas à croire que quelqu'un comme lui drague des gens avec une photo en pleine nuit. À quelle époque pense-t-il appartenir? Sora brandit la photo. Sais-tu qui sont ces gens? L'homme le fixe du regard. Tu me dragues aussi? Pourquoi as-tu une photo d'eux? Sora demande s'il sait qui sont ces gens. L'homme lui demande quel est son lien avec eux. Sora l'informe, ce sont mes parents. L'homme regarde Sora, puis revient à la photo de lui enfant. C'est vraiment la même personne? Tu es là pour te moquer de moi? Une voiture fonce soudain sur eux, faisant des embardées. Le conducteur semble paniqué. Le camion percute Sora, mais bien sûr, il ne bouge même pas. L'homme est stupéfait, car Sora est indemne. Sora répète sa question, savez-vous où ils vivent? L'homme hésite. J'imagine que tu as vraiment envie de rencontrer tes parents. Si tu continues tout droit, tu trouveras leur maison. Sora le remercie et commence à marcher dans la rue. L'homme lui fait signe de partir nerveusement puis s'enfuit en marmonnant, c'est mauvais. Je dois rassembler tout le monde. Sora réfléchit, à bien y penser, mon père était gentil avec tout ce qu'il rencontrait. Ma mère était pareille. Les gens gentils comme eux sont toujours exploités dans ce monde. Mais ça va, maintenant, je suis là. Il se dirige vers le bout de la rue. Ça doit être ici, mais c'est vraiment grandiose. Il se demande s'ils vivent vraiment ici. Il frappe à la porte. Il entend la voix de son père à l'intérieur, lui demandant s'ils ont fini de travailler aujourd'hui. Son père ouvre la porte, souhaitant la bienvenue à la personne qui rentre chez elle et voit alors Sora. Sora est confus. Son père porte une tenue de majordome. Mais qui es-tu? Sora dit, c'est moi. Son père semble stupéfait. Quoi? Sora lui dit son nom, et son père commence à avoir l'air de ne pas y croire. Ils s'assoient tous les deux à une table. Sa mère entre, s'excusant de les avoir fait attendre. Elle lui demande s'ils ne se sont toujours pas adressé la parole. Son père dit qu'il a du mal à y croire, Sora a complètement changé. Et dans un moment pareil, il n'y a qu'une chose à faire. Sora a l'air nerveux. Qu'est-ce qu'il y a? Son père dit que c'est un échange de secrets entre un père et son fils. Il ne veut pas se dévoiler à sa femme, mais si Sora ne peut pas lui donner de réponse, il ne s'en sortira pas indemne. Et s'il dit le moindre soupçon, il faut le punir. Levant les yeux vers le plafond, ils aperçurent un homme hochant la tête en silence. Sora remarqua également l'homme de main qui les observait attentivement, visiblement toujours sur ses gardes. Avec une sécurité aussi renforcée, il pouvait se détendre. Son père lui demande s'il est prêt. Sora sourit. Dis à ton homme de faire attention. Il pourrait entendre des choses qu'il ne devrait pas entendre. Sora dit, chaque week-end,
tu suivais des cours de cuisine avec le groupe de soutien aux femmes au foyer. Son père est surpris. Comment sais-tu ça? L'homme de main n'arrive pas à y croire non plus. Sora continue, et en plus de ça, tu t'es faufilé chaque semaine à des cours de ballet. L'homme de main ne peut pas du tout imaginer cela. Le père de Sora fusille son acolyte du regard. La pièce devient embarrassée. Le père dit, c'est peut-être vrai, mais tu n'as pas besoin d'être mon fils pour le comprendre. Sora sourit. Je peux te dire quelque chose sur notre famille. Son père plisse les yeux. Tu sais vraiment? Sora dit, bien sûr. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Son père, transpirant à grosses gouttes, lui dit d'aller de l'avant. Sora s'approche de l'épée accrochée au mur. Ce ne sont que des répliques, n'est-ce pas? L'homme de main hausse les épaules. Je croyais qu'ils étaient réels après tout, le chef de famille avait autrefois les mains liées et mordu la lame, tuant 38 personnes. Sora saisit l'épée, tire le tranchant contre sa paume et la lame se rétracte. L'homme de main halète. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Sora dit, tu vois? Rétractable. Et il y a même des traces de morsure sur la poignée, celle de mon frère. Son père le traite d'idiot et le serre fort dans ses bras. Je te croyais mort. Puis il se met à pleurer. Je n'arrive pas à croire que mon fils soit enfin revenu. Il ajoute, si seulement nous avions su ce que tu as vécu. Son père dit qu'ils ont fouillé tous les lieux à sa recherche. Avant même qu'il ne s'en rende compte, il est devenu le patron. Et maintenant, ce même patron est en colère et c'est vraiment pathétique. Sora demande à son père de faire descendre le gars du toit. L'homme de main est sous le choc. Le chef de famille a vécu toute sa vie sous une pluie de sang. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'arrive pas à croire que j'ai vu le chef de famille qui chérit l'honneur par-dessus tout dans un tel état. Je dois partir d'ici avant d'être tué. Sora jaillit du plafond et s'agrippe à la jambe de l'homme. Ce dernier lui crie d'attendre, mais Sora répond que son père veut lui parler. Ils sont tous assis maladroitement maintenant. Le père de Sora dit au garde, dont le nom s'avère être Oshi, qu'il a la langue la plus lâche de tous les gardes. Sora le prévient, si cela se sait, ce sera ta faute. Le père de Sora acquiesce en riant. Et, promets-le-nous. Oi s'incline profondément. Aucun doute, vous êtes bel et bien père et fils. La mère de Sora lui dit de ne pas le menacer. Oi lui lance un regard de chiot et paraît heureuse. Elle l'avertit à nouveau de ne pas dire un mot. Bien sûr, dit Oi en s'inclinant à plusieurs reprises. Le père de Sora soupire. Je suis si content que tu n'aies pas parlé de mes paix ou de mes ronflements pendant mon sommeil. Sa mère hausse un sourcil. Pourquoi as-tu évoqué le sujet alors? Sora sourit. C'est comme au bon vieux temps. Je suis enfin à la maison avec ma famille. On frappe à la porte. Sora se retourne lorsque l'homme fait irruption, c'est celui qui a donné les instructions plus tôt. Il prévient le patron, il y a un type aux cheveux blancs qui te cherche. Puis il voit Sora assis là. Oh, c'est toi? Sora demande, tu parles de moi. L'homme commence à paniquer. Il est peut-être fort, mais on est nombreux ici. Sora attrape ses genoux pour l'empêcher de trembler et le fusille du regard. Puis il dit à son père, présente-moi à tes hommes. Son père dit, voici mon fils. Il a disparu depuis 5 ans. Enfin, il est revenu. Quelqu'un essaie de dire quel est son niveau, mais il n'en a aucune idée. Il tergiverse. Sora leur dit qu'il n'a pas réellement le système. Il lui demande s'il a vraiment survécu dans la zone déchue pendant 5 ans sans le système. Broccoli dit, s'il n'a pas le système, cela signifie que peu importe à quel point il s'entraîne, il ne peut pas dépasser le niveau 10. Certains hommes disent qu'il n'arrêtait pas de le qualifier de fort, mais il n'est qu'un débutant sans système. Broccoli rit. Ça a dû être une erreur. Mais il se souvient que Sora s'est fait renverser par le camion. S'il n'avait été qu'un débutant, il aurait été blessé. Sora y réfléchit. Essaie de vérifier mon niveau avec ton système. Broccoli réfléchit, mais visiblement, rien ne se passe à l'étage. Bon. Comme il n'a pas le système, il ne sait visiblement pas comment fonctionnent les informations de base. Avec le système, on peut voir les niveaux des monstres, mais pas ceux des joueurs sans la compétence inspectée. Le père de Sora dit, la compétence inspection est rare. Peu de chasseurs la possèdent. Broccoli dit, mais c'est le patron qui l'a. Sora dit à son père de vérifier.
Plus tard, ils se rassemblent pour voir quel sera le niveau de Sora. Son père ouvre les statistiques et Sora demande à sa mère si elle veut vérifier. Elle dit, plus que ça, je veux juste être à ses côtés. De toute façon, je sais déjà tout. Il voit le père de Sora et les hommes sont tous surpris. Il dit, j'ai beau essayer, j'obtiens toujours le même résultat. Je ne vois rien à son niveau. Son père dit qu'il pourrait y avoir 2 raisons possibles à cela, soit il n'a pas de système, soit son niveau est bien trop élevé pour qu'il puisse le percevoir. Les hommes semblent vraiment surpris. Son père dit, même sans le système, je peux voir son nom. Et surtout, il a survécu seul pendant 5 ans. Il serait mort maintenant s'il avait été débutant. Donc son niveau est juste au-delà de sa perception. Il demande ce que Sora a fait ces 5 dernières années. Sa mère dit, on devrait juste être heureux. Sora est un enfant fort. Il a dû traverser beaucoup d'épreuves pour revenir parmi nous. Sora est touché par l'attention que sa mère lui porte. Il se souvient des innombrables années passées dans l'abysse et il sait que, vu de l'intérieur, cela a certainement duré plus de 5 ans. Il fond en larmes et dit à sa mère, c'est bon. Je suis de retour maintenant. Il dit à sa mère d'arrêter de pleurer. Son père fond en larmes à son tour et ordonne aux hommes de partir, leur laissant un peu de temps. Ils ont besoin de sortir, la famille est réunie après si longtemps. Dès qu'ils sont partis, son père s'en va à son tour, fermant la porte. Il demande où sont les autres, cela fait 2 heures et ils ne sont toujours pas rentrés. De retour dans la pièce, Sora demande à sa mère, où est Riku? Elle dit, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il va bien. Il ne rentre pas souvent à la maison parce qu'il est dans l'armée. Mais puisque tu es de retour, il veut peut-être que je l'appelle. Il se bat au front depuis tout ce temps, presque comme s'il essayait de te venger. Sora dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. As-tu un poste important ici? Elle dit, j'ai un statut, mais la raison pour laquelle ils me font confiance, c'est parce que je suis une clerc, une guérisseuse dotée de nombreuses capacités, capable d'apporter un grand soutien et même de prophétiser. Il dit, si vous êtes un clerc, vous pouvez peut-être voir ce qui se passe avec moi. Elle dit, je n'ai pas la capacité de voir les compétences. Il demande, alors comment savais-tu que je reviendrais? Elle sourit. Je ne te l'ai pas déjà dit? J'ai le don de prophétie. J'ai toujours su que tu reviendrais un jour. Quelque temps plus tard, à la porte d'entrée, on frappe. Un homme ouvre et demande qui c'est, mais il voit un homme avec un X sur le front. On apprend qu'il s'agit du vice-chef. Le père de Sora ouvre la porte et souhaite la bienvenue à l'homme. On apprend également qu'il est le vice-président des Guildes Unies. Il s'appelle Juro Washima. Le père de Sora lui demande pourquoi il a le visage si long. Quelque chose s'est-il passé? Il a demandé à quelqu'un d'enquêter en coulisses. Juro explique ce qu'il a découvert, Tiger S-Roar est lié à l'armée, comme il le soupçonnait. Ils ont livré des carcasses de monstres à l'armée, comme toujours, mais ce type avec un carnet a commencé à pinailler pendant l'inspection. Il a trouvé des excuses et ne leur a accordé que la moitié des points, tout en rapportant le total à ses supérieurs. Après vérification, toutes les incohérences ont permis de remonter à Tiger S-Roar. Le père de Sora dit qu'il n'arrive pas à croire que cela soit arrivé. Si le rugissement du tigre, censé être neutre, fomente une telle chose, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Mais ils ne peuvent pas rester les bras croisés et se faire piétiner, cela affecterait l'avenir de la ville. Il dit à Juro d'aller se reposer et de manger un bon morceau. Il ira directement à Tiger S-Roar et arrangera les choses avec eux. Ils doivent leur montrer que la Guilde Unie n'est pas si naïve. Sora entend cela et réfléchit. Grâce à l'éclat noir, toutes ses capacités sont passées à la vitesse supérieure. Et ce n'est pas seulement une question de force, ses sens sont devenus plus aiguisés. Il entend tout de très loin. On dirait que le rugissement du tigre est omniprésent. Si son père veut négocier avec eux, il est un peu inquiet. Sora ouvre la porte et aperçoit son père et Juro. Il lui annonce qu'il les accompagne. Broccoli Head se demande s'il envisage vraiment de s'impliquer dans ce désordre, mais c'est peut-être leur chance de voir ses véritables pouvoirs. Juro n'a aucune idée de qui est Sora. Il demande à son père, qui répond que c'est son fils, celui qui a disparu dans la zone déchue pendant 5 ans. Juro demande quel est son niveau. Le père de Sora répond que son fils ne possède pas du tout le système. Juro paraît surpris et se demande si cela signifie qu'il est une personne normale. Sans le système, il ne survivra pas 3 jours dans un refuge.
Ce n'est pas totalement impossible avec des statistiques d'élite et des compétences de survie de pointe, mais sans compétences professionnelles, il deviendra un poids mort dès qu'une bagarre éclatera. Il dit que c'est une bonne nouvelle, mais comme il vient de rentrer, il devrait probablement se reposer. Il suggère à Sora de ne pas participer et demande à son père ce qu'il en pense. Le père de Sora accepte, lui disant qu'il devrait rester avec sa mère. Elle dit qu'elle ne lui a même pas encore fait visiter la maison. Sora se demande s'il pense qu'il ne sera d'aucune utilité. Il suppose que c'est normal, pour quiconque connaît le système, il n'est qu'un humain normal. Il dit qu'à bien y réfléchir, il n'a toujours pas saisi la situation du refuge dans son intégralité. S'il existe vraiment une menace monstrueuse comme il l'imagine, il doit cacher son véritable pouvoir pour ne pas entraîner ses parents dans sa chute. Il est d'accord, ce qui surprend Broccoli. Broccoli dit qu'il a perdu l'occasion de voir ses pouvoirs. La bande commence à sortir, et Sora les regarde partir. Sa mère lui dit de ne pas trop s'inquiéter, son père est simplement prudent. Ils viennent de se retrouver après une longue période, alors évidemment, il ne voudrait pas le mettre en danger. Elle l'avertit également que son père est très fort et qu'elle utilise sa vision pour prédire l'avenir, et selon elle, il s'en sortira sain et sauf. Sora dit que tout va bien, mais il n'est plus un enfant. Certes, sa mère utilise des prophéties pour anticiper le danger, mais le rugissement du tigre est lié à l'armée. Son père ne fera que multiplier les conflits avec eux à partir de maintenant. Il demande comment se passe la situation au refuge et pourquoi Tiger S. Roar est en mauvais termes avec eux. Elle explique que depuis le jugement dernier, son père s'est réveillé et a rejoint l'armée pour gérer les refuges. Il a ensuite fondé les Guildes Unies et coopéré avec l'armée dans l'espoir de retrouver Sora. Les Guildes Unies ont grandi, car chacun était touché par son vœu de retrouver les familles des autres. Les Guildes Unies s'occupent du maintien de l'ordre, de la récupération des provisions et de la quasi-totalité des autres tâches du refuge. C'est un homme bienveillant, c'est pourquoi il n'a pas voulu envoyer ses propres hommes dans des brèches dangereuses. C'est ainsi qu'ils ont réussi à préserver la paix ces 4 dernières années. Mais il y a quelques mois, Tiger S. Roar, du refuge d'évacuation 4, est venu ici pour y créer une antenne. Depuis, leur conflit avec eux n'a jamais cessé. Sora demande pourquoi l'armée n'intervient pas. Elle explique que, comme les ennemis sont de plus en plus puissants, l'armée ne peut plus les contenir. Le rugissement du tigre a été fondé pour détruire les tours, et leur puissance est écrasante. L'armée n'a d'autre choix que de s'appuyer sur eux. Les informations sur les côtes de la tour sont si précieuses que l'armée ne peut les ignorer. De plus, ils disposent d'un éveillé choisi par la déité de la tour, appelé Esra, qui constitue leur atout majeur. Sora demande ce qu'est une divinité de la tour. Elle explique qu'ils sont les seigneurs de la tour, leur pouvoir est pratiquement équivalent à celui des dieux pour les humains. En réussissant l'épreuve de la divinité, vous devenez un Esra et êtes doté d'un pouvoir divin. Ils sont considérés comme les messagers des dieux à l'extérieur des tours et comme leurs gardiens à l'intérieur. Tiger S. Roar compte actuellement le plus grand nombre d'Esra. Chacun d'eux recèle une puissance démesurée, lui permettant d'engloutir toutes les guildes voisines en un rien de temps. Sora dit que la situation est vraiment désastreuse. Si les gens aiment les Guildes Unies, pourquoi se comportent-ils comme un groupe de Yakuza? Elle lui demande de quoi il parle, c'est juste sa préférence personnelle. Sora n'arrive pas à croire que sa mère ait eu ce côté-là. Elle lui demande ce que ça change, tant que tout le monde est heureux et plein d'énergie. Puisqu'il est fatigué, il devrait aller prendre un bon bain et l'appeler s'il a besoin d'aide pour se laver le dos. Il dit qu'il le fera lui-même. Elle lui répond qu'il est vraiment grand et le laisse dans sa chambre. Il commence à se concentrer sur ses sens et dit qu'elle est partie et il n'imaginait pas que la situation était aussi grave. Pourtant, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son père. Il saute donc par la fenêtre. Sa mère le regarde partir en murmurant qu'elle lui a conseillé de se reposer, les enfants sont parfois si pénibles. Nous apprenons enfin le nom du père de Sora, c'est Sakuya. Il se dirigeait vers la guilde de guerre du tigre avec des membres de sa propre guilde. Sora observait d'en haut, remarquant que tout, sauf le centre, était plongé dans le noir complet, une bonne chose, car cela permet de localiser plus facilement la cible. Il le repère, mais commence à avoir des vertiges. Il se demande ce qui se passe. Depuis qu'il a été renforcé par le fragment de l'abysse, il n'a jamais attrapé un seul rune. Puis il entend à nouveau la voix de ce type, lui disant qu'il ne le laissera pas s'enfuir. Sora regarde autour de lui, cherchant d'où cela vient. Il se rend compte que tout, sauf le centre, était plongé dans le noir complet, une bonne chose, car cela permet de localiser plus facilement la cible. Il le repère, mais commence à avoir des vertiges. Sora regarde autour de lui, cherchant d'où cela vient. Il demande si le type cache sa présence, car il ne le sent absolument pas. Cela signifie qu'il était au refuge 6 depuis le début.
Il se sent à nouveau pris de vertige. La voix continue, je ne te laisserai pas t'enfuir. C'est à cause de mon âme. J'ai déjà marqué la tienne. Sora voit le type et lui donne un coup de poing derrière la tête, mais ce n'est qu'une illusion. Le type répète sans cesse la même phrase. Sora demande si c'est ce qu'il voulait dire par « marquer son âme », tandis que l'homme ricane. Il braque des projecteurs sur le toit, demandant à Sora ce qu'il fait ici à cette heure de la nuit. Il dit qu'il a crié trop fort et qu'ils l'ont remarqué. Il s'enfuit en disant que l'illusion a disparu. Il atterrit sur un toit voisin et dit qu'il est de retour. Il se demande s'il a disparu à cause de la lumière. Il décide d'essayer. Il sort dans la rue, debout sous un lampadaire. Il dit qu'il pense avoir compris, s'il reste 7 secondes dans le noir, le marquage de l'âme s'active. Il perd son sang-froid et l'illusion réapparaît. Il imite le dialogue du gars, un pour un. Sora est gêné, une femme l'a repéré, et lui seul peut voir son visage. Il dit que lorsqu'il marche sous la lumière, un cri strident résonne dans sa tête. Au bout d'un moment, la marque disparaît et l'illusion se dissipe. Il se demande si la lumière du soleil et l'éclairage intérieur ne lui ont pas permis de vivre cette expérience. Peut-être pourra-t-il se localiser grâce à ce marquage et lancer une attaque surprise à tout moment. Il doit donc rester sur ses gardes et retrouver son père. Il se met à déambuler, ordonnant à la voix de se taire tandis que les gens le regardent avec véhémence. Alors qu'il continue dans la rue, une voiture passe. Il dit que l'illusion n'apparaît pas quand il y a de la lumière. Et comme le disait sa mère, les guildes unies ne sont plus utiles à l'armée, son père pourrait être en danger. Il ignore combien de personnes fortes se trouvent dans le refuge, mais il est hors de question qu'une armée alliée à la guilde du rugissement du tigre reste les bras croisés. Il y a de fortes chances qu'il tente de détruire la guilde de son père. Dans ce cas, il protégera ses parents, même s'il faut les tuer tous. Il s'immobilise, se demandant s'ils pourront vraiment retrouver la paix d'antan. Il aperçoit un groupe de personnes devant lui et dit qu'il semble être arrivé à destination. Il se demande comment son père va gérer les discussions. Il se souvient de son père qui disait qu'en cas de conflit, la violence devait être le dernier recours. C'étaient des mots qu'il lui répétait toujours. Sora dit qu'il a compris, et maintenant il se demande s'il va attendre le dernier moment pour utiliser la force, même maintenant. Il est alors surpris par quelque chose, les hommes commencent à crier, disant que ça commence à devenir intense, qu'ils doivent s'écarter pour pouvoir voir. Cela fait longtemps que le boss n'a pas dégainé son épée. La dernière fois, il a laissé une cicatrice de près de 20 mètres de long sur son adversaire. On voit son père se précipiter pour attaquer. Ses yeux sont rouges tandis qu'il appelle un certain Susha, lui ordonnant de sortir et de lui faire face comme un homme. Il balance sa lame vers l'avant, coupant un bâtiment en diagonale, le faisant exploser en plusieurs morceaux. Le père de Sora est définitivement un Chad. Juro est là, et les hommes l'acclament. Sora est surpris de la force de son père. Sora appelle l'un des hommes et lui demande si le patron a toujours été comme ça. L'homme demande s'il ne sait pas, le patron est bien connu pour intervenir rapidement dans les combats. Sora lui demande s'il n'utilise pas la violence qu'en dernier recours. L'homme répond qu'il avait l'habitude de dire cela, à l'époque où il croyait encore que l'armée réglerait les problèmes. Beaucoup de choses ont changé depuis. Pour les militaires, tant que les chasseurs font leur travail et que les civils ne meurent pas de faim, quelques combats ne les intéressent pas. Ils ne se donneront pas la peine de gérer chaque petit conflit. Résoudre les problèmes par les poings est donc le moyen le plus rapide. Si vous gagnez un combat, inutile de parler. Si vous ne pouvez pas gagner, parler ne servira à rien. En gros, frappez d'abord, puis discutez. Sora dit que d'après ce qu'il a vu du moine, l'effort évite généralement de créer des problèmes. Peut-être se méprend-il ou cela signifie-t-il qu'on peut se déchaîner autant qu'on le souhaite avec autant de pouvoir que son père? Ou peut-être que le moine avait les yeux bandés pour une raison. On voit le moine observer d'en haut, fixant le boss tué par Sora. Finalement, on apprend son nom, Yukio Shuanji. C'est un arrête de niveau 75 doté d'une capacité appelée œil vif. Il dit qu'un boss de niveau 90 semble avoir été déchiqueté sans aucune trace de brûlure. C'est effrayant de voir combien de personnes fortes sont encore là, il vaut mieux agir avec prudence. Il remet son bandeau, abaissant son niveau perçu à 45. De retour au bâtiment détruit, un homme se met à hurler sur le père de Sora, le traitant de salaud. Il lui demande s'il pense que la situation est restée la même depuis la construction des abris d'évacuation. Le père de Sora dit que les choses ont bien changé, des salauds agaçants comme lui sont apparus.
Il aurait dû le tuer à l'époque. L'homme demande s'il a peur ou quoi. Le père de Sora répond qu'il ne peut pas l'ignorer et commence à dégainer sa lame. L'homme dit qu'il l'a suffisamment provoqué et que celui sur qui il compte devrait déjà sortir. Il demande si ce n'est pas encore suffisant et se met à trembler, traitant son père de lâche. Il dit qu'il est temps pour lui de servir de carburant au rugissement du tigre. Le père de Sora commence à dégainer sa lame et charge. L'homme lève son bouclier, et on voit même apparaître derrière lui l'image d'une femme angélique. Un homme sourit, c'est l'homme au presse-papier dont Jiro parlait plus tôt. Il crie « Pas un pas de plus !» Nous voyons Uzui Osamu, un assassin de niveau 63. L'homme le reconnaît et lui demande pourquoi il est là. Sora demande s'il s'agit du soldat qui soutient Tiger S. Roar et si c'est une coïncidence. Il sent beaucoup de monde à l'intérieur du bâtiment. Il est clairement là exprès. Il commence à marcher vers le père de Sora, se demandant si c'est l'homme qui les soutient. Uzui explique que, selon l'article 15, les duels dans les refuges sont interdits. Les contrevenants sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 15 jours, voire de la peine de mort. Il demande s'ils suivront ses instructions. Sakuya comprend que c'était leur plan, le provoquer et, lorsqu'il riposte, utiliser la loi pour le faire arrêter. Une fois emprisonnés, ils peuvent prolonger sa peine indéfiniment, voire le faire disparaître. S'il part, sa guilde sera écrasée et les autres seront immédiatement battus. Sakuya se demande jusqu'où l'armée est prête à aller pour perturber l'équilibre. Il ignore ce qu'il recherche, mais il ne peut admettre aucun crime sans preuve. Il dit qu'il se trompe, il ne se battait pas du tout. En tant que partisan des guildes unies, il ne peut admettre un crime sans preuve. Uzui dit que les marques d'épée sont des preuves évidentes. Sakuya rit, disant qu'il plaisante. C'est peut-être une preuve, mais c'est la preuve qu'il rénovait le bâtiment, pas qu'il déclenchait un duel. Uzui dit que ce n'est pas à lui de décider, c'est à lui de décider. S'il dit que c'est une preuve, alors c'en est une. Dès qu'il a mis les pieds ici, il a déjà perdu. On voit des hommes armés à chaque étage, pointant leurs armes sur eux. Ce sont des clones. Uzui lui dit de se rendre docilement, ou d'être arrêté. Sakuya paraît surpris. Les hommes commencent à lui crier dessus, lui disant de ne pas perdre s'ils sont prêts, qu'ils prennent soin d'eux. Sakuya leur dit de se calmer. Comme ils sont à portée, les hommes ne tireront pas. Uzui éclate de rire. Sakuya dit qu'au niveau 63, ce sera un peu difficile, surtout qu'il est un adversaire rapide comme un assassin. Mais s'il prend Susha en otage, ils pourront s'en sortir. Susha lance épée et bouclier, pensant ne pas être le maillon faible. Les compétences défensives d'un agent sont différentes de celles des autres classes, il peut mieux analyser les attaques à cette distance. Il sait qu'il peut bloquer l'épée de Sakuya. Son bouclier d'épée ne bloque que les épées, mais c'est pourquoi, contre elle, il est bien plus performant que son niveau. Il peut facilement bloquer une attaque puissante d'un guerrier de niveau 69. Une attaque de niveau 65 n'est rien, Sakuya ne pourra absolument pas traverser son bouclier. Il hurle, lui ordonnant d'abandonner. Uzui lui demande s'il va venir discrètement ou être jeté en prison avec tous ses camarades. Il lui dit de prendre sa décision. Jiro l'appelle à grands cris. Sakuya commence à se sentir frustré. Il libère son aura et lève sa lame vers Uzui. Jiro et les autres sont surpris, ils n'arrivent pas à croire que le boss l'accepte comme ça. Mais Jiro comprend, il a reçu un signal du boss. Lorsqu'il lève son épée, cela signifie qu'il se prépare à attaquer. S'il la lâche, il frappe. Ils ne savent pas que lui et le patron ont prévu cela. Sakuya lâche sa lame. Susha est surpris, son épée a disparu. Mais Sakuya se précipite devant Uzui et fonce droit sur Susha. Il dit que cela ne sera pas un problème, son bouclier possède un sort pour bloquer les attaques à l'épée. Sakuya commence à réinvoquer sa lame. Susha est confiant, son bouclier peut facilement bloquer les attaques à l'épée. Jiro tend les mains vers l'avant, des pierres jaillissent du sol, recouvrant la pointe de la lame de Sakuya. Il s'en sert pour briser le bouclier de Susha en morceaux, le projetant en arrière. Il dit qu'ils ont fabriqué un marteau au lieu d'une épée, donc son bouclier a été instantanément annulé. Sakuya jette son épée et tend la main vers le visage de Tsua. Uzui se retourne, réalisant son objectif, s'il pose la main sur lui, il sera exécuté. Jiro lui dit d'arrêter, serrant le poing, créant ainsi un mur de rochers pour le bloquer. Uzui se rend compte que ce ne sera pas aussi facile qu'il le pensait.
Susha ordonne à ses hommes de tuer Sakuya, il est devenu fou. Il commence à lui tirer dessus. Jiro pointe vers le haut, créant une barrière autour de Susha bloquant les balles. Sakuya dit que s'ils parviennent à l'empêcher de bouger, ils pourront battre en retraite. Il tend toujours la main vers Susha. Mais en un instant, Susha disparaît. Sakuya regarde autour d'elle, confuse. Uzui affirme que la prison de Pierre, son allié, l'a piégé dans l'ombre. Il a marqué la magie résiduelle sur son bouclier. Il a ainsi rempli les conditions pour sa compétence d'assassin, transe de l'ombre. Sans otage, il est perdu. Sua réapparaît à côté de lui. Uzui dit qu'il est temps d'en finir et donne l'ordre, tuer Sakuya. Sakuya est surprise. Jiro aussi. Les soldats lui demandent s'il est sérieux. Uzui demande ce qui les surprend tant. Puis Sora apparaît juste derrière lui, disant qu'il aimerait aussi connaître la réponse. Uzui se demande qui il est. S'est-il vraiment glissé derrière lui, alors qu'il est un assassin? Il ne le reconnaît pas, mais c'est bel et bien un ennemi. Qui qu'il soit, celui qui fait le premier pas gagne. Il prend une potion. Susha le reconnaît, c'est le poison mortel qu'on a préparé pour vaincre le boss de niveau 90. Quand l'a-t-il volé? Uzui crie à Sora, lâche-toi et meurs, en lançant des poignards en avant. Sakuya crie après son fils et Susha dit que ce salaud va tous les entraîner avec lui. Les hommes se demandent ce que peut être cette brume. Il tombe au sol, l'écume à la bouche à cause du poison. Susha dit qu'il n'aime pas ça, mais au moins l'allié de Sakuya est mort. Nous voyons Sora tendre la main, attrapant à la fois Uzui et Suichi. Susha demande comment diable il peut encore bouger, il est assez fort pour tuer un boss de niveau 90. Uzui semble inquiet, ce type est vraiment un monstre. Il a attrapé mes dagues avec sa bouche, et le poison ne l'affecte même pas.